Enfin, on a la conclusion du triangle, ou plutôt du carré amoureux de Percy. Le retour inattendu de Rosepang. Le problème entourant la décision inattendue de Percy. Et enfin, Percy, qui cette fois montre pourquoi il est le protagoniste principal de l'œuvre. Ouais, ces deux chapitres 212 et 213 n'étaient peut-être pas les plus exceptionnels, mais vu les dégâts sentimentaux qu'ils ont causés, on se doit absolument d'en parler. Et donc, yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien, car pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue complète des chapitres 212 et 213 des 4 cavaliers de l'Apocalypse, amant incompatible et une confession sincère. Deux chapitres, comme je vous l'avais déjà prédit dans ma revue précédente, centrés autour de Percy et de ses histoires de cœur. Une vraie transition dans la narration et surtout une preuve que Fortnite of the Apocalypse ne se résume pas qu'à des bastons et des révélations de fous. Il y a aussi de la romance, des émotions et un peu de gêne aussi. Des fois c'est certes mal géré, mais au moins il y en a. Mais alors, pourquoi ce choix inattendu de Percy pose-t-il réellement problème pour beaucoup de fans? Et surtout, aurait-il réellement pu trancher entre les deux? Ne vous inquiétez pas, on en parle. Bien sûr, comme d'hab, avant de commencer, installez-vous confortablement parce qu'on va analyser en détail chaque moment de ces deux chapitres assez riches en émotions et surtout, j'espère sincèrement que la vidéo vous plaira. Aussi, avant d'aller plus loin, vous connaissez la chanson. Pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, même si perso je sais que c'est déjà fait putain. Et surtout, lâchez vos avis et tout dans les commentaires. Je vous lis et essaie de tous vous répondre. Sur ce, je ne vous embête pas plus. Bonne vidéo à toutes et à tous. Let's go! Et donc, on démarre direct avec une excellente page cover. On y voit les trois intérêts amoureux de Percy, bref, son potentiel harem. Le chapitre commence véritablement avec un retour à Lyonesse. Percy se réveille enfin après 3 longs jours de sommeil intense. Ouais, en gros, durant tout l'arc bénoïque, le gars dormait tranquillement. Après la bataille acharnée qu'il a dû mener, une bataille extrêmement crevante, on va pas se mentir, où il aurait pu vraiment y laisser la vie. Et forcément, Lancelot est là, fidèle au chevet de son pote. On a une petite scène assez chill, simple entre les deux mais touchante, avec les deux se regardant tout en souriant comme des idiots. Ce qui est assez normal je pense, car bon, ça fait longtemps qu'ils s'étaient pas revus comme ça, donc il fallait en profiter. Perso, j'ai kiffé l'ambiance du moment. Voulant donc savoir qu'en est-il des autres, Lancelot lui explique que Donnie dort encore et qu'il n'a toujours pas revu Anne et Nessienne depuis son retour, tout en lui proposant d'aller les chercher, et Percy évidemment accepte direct. Ensuite, changement de décor. On retrouve Nessienne de son côté sollicité par Hendrickson pour lui filer un coup de main dans sa clinique. On a aussi un Hendrickson ayant remis son ancienne coupe, ce qui a été je pense un choix assez bon de sa part. Et donc à la surprise générale, Hendrickson semble remarquer que quelque chose est différent chez Nessienne, avant de révéler qu'il n'avait rien vu de différent mais était juste intrigué après l'avoir écouté d'une infirmière de la clinique. Ce qui est assez logique parce qu'on va pas se mentir, même si Nessienne est officiellement une fille, c'est pas évident à capter du premier coup d'œil, du moins pour le côté masculin. Même si pour moi c'est sûr à 100% que Percy le sait très bien. Mais bon, là n'est pas le sujet. Alors on a une infirmière entrant dans la salle où se trouvent Hendrickson et Nessienne. Et bien sûr Hendrickson présente direct celle-ci à Nessienne, lui faisant savoir que c'était un chevalier sacré qui a quitté Camelot pour venir bosser dans sa clinique en tant qu'infirmière. Mais Nessienne, elle, le reconnaît aussitôt. C'est Rosepang. Et là, grosse surprise, elle a bien changé depuis sa dernière apparition dans l'arc des démons. Même si perso je préfère largement son design d'avant, mais le nouveau ne me dérange pas tant que ça. Elle aussi remarque bien sûr quelque chose de différent chez Nessienne. Maintenant, pour ceux qui se demandent pourquoi Arthur n'a pas tué Rosepang avec la marque du royaume éternel tout comme avec Chininish, perso je vois deux explications plausibles. Soit elle n'a pas cette marque étant donc venue à Britannia grâce à un autre compagnon vu qu'ils étaient en groupe, ou encore elle l'a mais comme montré par Chininish, Arthur pour le faire a impérativement besoin que la personne visée utilise la marque pour rentrer à Camelot. Or, n'ayant probablement pas utilisé la marque mais ayant juste déserté le royaume sans jamais tenter d'y retourner, elle n'a donc pas subi le contre-coup d'Arthur, même si bon, je ne vois pas vraiment comment sa magie pourrait réellement se retourner contre elle. Au moins Chininish et sa magie d'insecte, c'était logique. Aussi, perso je pense que c'est la première option qui est la plus probable. Si
Sinon, Percy et compagnie auraient probablement utilisé sa marque pour pouvoir entrer à Camelot au lieu d'ouvrir des portails bad visibles et détruisables par Camelot. Maintenant, pour ce qui est de ses compagnons, je pense qu'ils sont retournés à Camelot, ou du moins quelques-uns d'entre eux. Nanashi est donc probablement toujours aux côtés d'Arthur actuellement. Mais bon, on verra bien. Revenons au chapitre. On a ensuite les deux partant livrer des pommades destinées aux apprentis chevaliers sacrés de Lyonesse. Et on apprend que Rosebank aide aussi les chevaliers dans leur lutte contre Camelot à part son job d'infirmière. De quoi étonner Naessienne qui s'attendait pas du tout à la voir dans leur camp. Mais Rosebank explique ensuite calmement que son attachement pour Camelot s'est éteinte il y a 2 ans, depuis la bataille dans le royaume démoniaque. Elle balance ensuite une réflexion assez intéressante. Selon elle, à Camelot, il y a 2 types de personnes. Ceux qui vivent dans l'illusion en croyant qu'elle est réelle et ceux qui savent que c'est faux, mais restent quand même prisonniers de leur passé. Nassian, elle, reste assez neutre là-dessus. Pour elle, tout est une question de point de vue. Aucun camp ne peut vraiment dire qui a raison ou qui a tort. Mais pour Rospang, c'est hors de question. Elle supporte pas cette manière de vivre dans le mensonge. Parce que oui, il existe bel et bien un monde réel. Et aucun d'eux ne cherche à comprendre cela. Ils préfèrent se bercer dans ce rêve que leur offre Camelot. Puis elle finit par demander à Nassian si la rumeur stipulant que Percy serait apparemment revenu à la vie était vraie. Ce à quoi Nassian lui répond juste par un petit sourire assez chill. On enchaîne ensuite avec Anne de son côté en train de faire vivre l'enfer aux apprentis chevaliers sacrés. Elle est littéralement en mode acharné car elle n'a toujours pas digéré le fait de n'avoir rien pu faire pendant la bataille à Anfuin. Dans sa tête, c'est clair, elle a été un véritable boulet et ça, elle veut plus jamais que ça se reproduise. Et franchement, on ne peut pas vraiment lui donner tort. Même si elle a combattu Goliath avec les autres, soyons honnêtes, elle n'a pratiquement servi à rien. Et durant le tournoi des gladiateurs, elle a carrément perdu son match contre Diodra, obligeant même Percy à intervenir. Alors ouais, Diodra avait triché, ça c'est vrai. Mais le résultat reste le même, elle n'a rien gagné du tout. Donc son sentiment d'infériorité, il est totalement logique, je pense. Je n'ai rien pour la défendre. Maintenant, pourrait-elle changer cela avec sa magie et un entraînement acharné? Peut-être bien contre des humains chevaliers sacrés de Camelot. Mais contre les plus forts, j'en doute fortement. Mais encore une fois, revenons au chapitre. Alors comme aucun de ses apprentis ne lui arrive à la cheville à l'épée, tous sont déjà en plus paumés, Anne veut se mesurer à Pelio. Sauf que bien sûr, monsieur fait le malin. Il la prend un peu de haut parce que c'est une fille. Anne le voit bien, mais Pelio refuse d'avouer pourquoi il ne veut pas combattre contre elle. Résultat, le poids de son mensonge lui retombe dessus littéralement. Il est cloué au sol grâce à la magie de Anne. Et c'est pile à ce moment-là qu'Isolde débarque. Anne lui propose aussitôt de se joindre à elle, avant de remarquer quelque chose de différent sur elle. Curieuse, elle l'attrape par le bras et l'entraîne ailleurs pour parler en privé. De son côté, Pelio finit par reconnaître ses torts. Il admet qu'il la prenait de haut parce que c'était une fille. Tout ça pour que la magie d'Anne s'annule. Pendant ce temps, entre filles, la discussion s'anime. Anne remarque la boucle d'oreille d'Isolde et suppose direct que c'était un cadeau de Tristan. Mais non, surprise, Isolde lui apprend que c'était un cadeau d'Elisabeth, la reine de Lyonesse en personne. Et bien sûr, Anne trouve ça logique vu que Tristan, lui, est très lent à la détente. Mais elle reste bouche bée en se rendant compte que, quelque part, Isolde avec cela a directement reçu la bénédiction des parents de Tristan. Et là, forcément, Anne veut tous les détails. Isolde lui explique donc qu'Elisabeth lui a raconté ce que Tristan lui avait dit à son sujet. Et en reconnaissance de ce qu'elle a fait pour son fils, la reine lui a offert cette boucle d'oreille tout en lui disant de continuer à rester aux côtés de Tristan pour toujours. Et là, forcément, Anne percute. Elle comprend qu'indirectement, Tristan s'est déjà confessé à Isolde. Et évidemment, sa curiosité s'active à 300%, elle veut tous les détails. Sauf qu'Isolde, un peu gênée, préfère garder ça pour elle. Anne, elle ne peut rien faire d'autre que trouver cela adorable. Ensuite, pendant qu'elle marche, Anne commence à se poser des questions sur ce que Percy pense réellement d'elle. Isolde, fidèle à elle-même, la rassure en supposant qu'il l'aime probablement. Mais Anne, réaliste, pense que cet amour-là, c'est sûrement juste de l'amitié. Parce que bon, faut pas oublier que c'est Percy. Mais bien sûr, pour mettre les choses au clair, Isolde lui propose alors de se déclarer à lui. Mais non, Anne, connaissant trop bien Percy, pense qu'avec son attitude enfantin, il serait incapable de comprendre ce genre de sentiment. Et puis, elle n'est pas la seule à ressentir cela pour lui. La rivale en face est coriace. Et justement, cette rivale débarque. Nassian apparaît tranquillement, accompagnant Rosebank pour livrer les remèdes aux apprentis chevaliers sacrés. Cela même que Anne vient littéralement de massacrer à l'entraînement. Petit échange de regards entre Anne et Nassian quand soudain Percy fait irruption. Le garde débarque tout souriant et les salue aux côtés de Lancelot. Et
là, avant même qu'elles aient le temps de réagir ou de prononcer son nom, Rosebank fonce droit sur lui. Elle le prend dans ses bras sans hésiter, les yeux remplis de joie. Elle est trop heureuse de le voir vivant. Percy, lui, reste figé, complètement choqué. Et juste à côté, Anne et Nacien aussi. Et là, on entre dans le moment le plus inattendu du chapitre. Rosebank prend la parole tout ému et dit à Percy que depuis qu'il l'a sauvé au royaume démoniaque, sans même penser aux représailles, elle ne peut plus s'empêcher de penser à lui. Et sans détour, elle balance la bombe. Depuis ce jour-là, elle est tombée amoureuse de lui. Mais attention, elle précise bien que c'est en tant qu'homme. Parce que bon, avec Percy, on sait jamais. Et elle ne s'arrête pas là. Elle lui demande direct d'être son partenaire. C'est brusque, c'est cash. Mais dans sa tête, elle n'a jamais rencontré un homme comme lui. Percy, lui, comprend pas tout de suite. Le gars est paumé. Et bien sûr, il passe en télépathie d'urgence avec Lancelot pour lui demander ce que tout cela veut dire. Lancelot lui explique calmement la situation. Et là, Percy prend son courage à deux mains. Il remercie Rosebank, visiblement touché par ses mots. Mais il lâche sans hésiter: je suis désolé, mais j'aime déjà quelqu'un d'autre. Une phrase qui a beaucoup fait parler, surtout quand on se rappelle de l'attitude de Percy dans la première partie de l'œuvre. Mais bon, dans cette seconde partie, je pense que c'était à prévoir, car bon, on peut dire ce qu'on veut, mais Percy est bien plus mature ici. Et c'est donc là que prendra fin le chapitre 212, avec Anne et Nacien totalement sous le choc. Un chapitre qui a suscité pas mal d'interrogations, surtout sur la personne qui aimait réellement Percy. Et même moi-même, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique de manière totalement objective le choix le plus probable de Percy. En fait, si je me souviens bien, dans la vidéo, je mets clairement Nacien en favori. Mais étrangement, dans le sondage que j'ai fait, celle-ci n'a même pas dépassé les 15%, avec même le choix de Lancelot ayant reçu plus de votes qu'elle. Non, vous êtes fort. Moi qui croyais qu'il y avait bien plus de fans du couple Percy-Nacien, j'ai été choqué de fou. Et je le répète bien, j'ai été totalement objectif. En fait, je l'ai été en partie, vu que j'ai mis Nacien plus en avant qu'Anne. Et vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, bien évidemment. Le choix de mettre Anne venait de vous-même. Et on a bien vu sa victoire écrasante dans le sondage. Voilà. Non, c'était incroyable. Vous êtes mauvais. Mais bon, vu que je n'avais pas pu faire la revue de ce chapitre la semaine passée, car je devais me reposer, vous l'avez enfin. Et donc, on enchaîne directement avec le chapitre 213. Et franchement, ça commence fort. Déjà, la page cover est excellente. Avec Percy 2 ans plus tôt entouré de ses deux conquêtes, histoire de bien poser le temps. On reprend pile là où on s'est arrêté. Percy recale gentiment Rosebank qui, pour se consoler un minimum, se dit avoir du succès auprès des plus âgés. Ambiance gênante bien sûr, mais assez drôle. Juste après, Isolde tente de clarifier ce que Percy vient de dire et Percy confirme sans détour. De leur côté, Anne et Nacien sont en PLS total, complètement rouge de gêne. Anne surtout, car tout ce qu'elle voulait, c'était savoir ce que Percy pensait vraiment d'elle. Pas littéralement, peut-être se prendre une confession en pleine face sans préparation. Et là, son esprit part dans tous les sens. Elle pense même à Lancelot comme choix possible pour Percy, ce qui surprend le gars qui lit évidemment dans ses pensées. Mais plus sérieusement, Anne commence à douter d'elle-même. Elle réalise que face à Nacien, elle fait peut-être pas le poids, car pour rappel, Nacien a littéralement changé de genre et de forme à cause de son amour pour Percy. Elle a tout sacrifié pour lui pendant 2 longues années, et surtout, c'est elle qui a permis de le réveiller. Anne comprend alors que le choix logique c'est peut-être Nacien, et dans ce moment de lucidité, elle laisse échapper quelques larmes, comme si sa défaite était peut-être déjà écrite. De son côté, Lancelot est juste impatient de voir comment Percy va gérer tout ça, et sans hésiter une seconde, Percy balance tout simplement qu'il aime Anne, tout en lui demandant d'être sa partenaire. Un aveu clair, direct, sans détour. Et même si Anne est totalement prise au dépourvu, elle finit par lui répondre avec sa fierté habituelle, car maintenant qu'il l'a dit, il doit assumer ses dires. Ouais, la team Anne remporte cette bataille amoureuse, une victoire nette et sans appel. Nacien, elle, n'a pas été choisie, ce qui est incroyable. Le sondage a donc porté ses fruits. Quoique, forcément, avec Percy, tout ça ne pouvait pas se terminer tranquillement. Et donc, Nacien, complètement dévastée, ne supporte pas ce qu'elle vient d'entendre. Elle décide de repartir seule vers la clinique, la tête basse. Sauf que Percy, fidèle à lui-même, accourt direct pour la rattraper. Et là, contre toute attente, le gars lui sort en toute transparence qu'il l'aime aussi. Et qu'il aimerait qu'ils soient ensemble tous les trois. Ouais, vous avez bien entendu. Un couple à 3. Un trouble. Le mec est dans un délire total. Et évidemment, tout le monde est choqué. Mais Percy, lui, est juste content de fou. Il est même déjà en train de parler d'enfants
qu'ils pourraient avoir dans leur relation, comme si c'était le plan du siècle. Le gars est lancé, il veut la réponse de Nassienne tout de suite, tout excité à l'idée que ça devienne réel. Sauf que là, Anne reprend ses esprits, elle capte que Percy est en train de dire n'importe quoi et sans hésiter une seconde, elle lui met un coup bien placé, lui faisant savoir qu'on ne joue pas avec les sentiments des gens comme ça. Non, Percy est fou. Et pendant que tout le monde est sous le choc, Rosebank tente en quelque sorte de copier le move de Nassienne. Elle fait mine de partir, espérant peut-être que Percy la rattrape aussi. Mais non, personne ne bouge. Fin de l'histoire pour elle, elle repart bredouille. Et honnêtement, je pense pas qu'on la reverra de sitôt. Mais au moins, elle aura eu le mérite de forcer Percy à clarifier ses sentiments. Et qui sait, avec le sens de l'humour particulier de Nakaba, on la reverra peut-être un jour aux côtés de Bor, vu qu'il a 28 ans si je ne me trompe, et qu'elle a apparemment la cote auprès des plus âgés. Ou pourquoi pas même avec Tony, vu que c'est son style de femme si je ne dis pas de bêtises. Même si bon, perso je reste Team Govan Donnie. Vous avez juste pas encore la vision. Et donc on enchaîne ensuite avec Isolde, toujours là pour apaiser les cœurs, qui essaie de remonter un peu le moral d'Anne. Pendant que Lancelot, lui, fidèle à lui-même, balance sa vérité sans filtre. Selon lui, ce que Percy a dit, il le pensait vraiment. Et ce qui confirme cela à 100%, c'est que la magie de Anne ne s'est pas du tout activée quand elle a voulu savoir si Percy se foutait de leurs sentiments. Autrement dit, Percy les aime véritablement toutes les deux. Anne, bien sûr, veut rester un peu seule pour réfléchir à tout cela. Elle repense aux paroles de Percy, à sa manière innocente, ou plutôt trop innocente, de parler d'amour, alors que rien n'était normal du tout dans ses dires. Et celle-ci, malgré tout ce qu'elle a vécu, se sent un peu idiote d'être tombée amoureuse d'un gars pareil. Mais c'est là que Lancelot en forme renard entre en scène, pour bien sûr un peu défendre son pote Percy. Il explique donc à Anne que ce qu'elle ne peut pas comprendre, c'est justement ce qui rend Perceval unique, parce qu'il n'est pas vraiment humain, et lui, Lancelot, peut le comprendre, car il est né d'un mélange tout aussi improbable entre une fée et un humain, étant aussi entouré d'êtres bien différents. Il lui rappelle alors que Perceval a grandi isolé, élevé par son grand-père, et qu'il n'a jamais connu le monde des hommes comme eux, mais surtout que sa véritable nature d'esprit de vie change tout. Un esprit de vie n'est pas fait pour choisir. Sa mission, c'est de nourrir, de protéger, de faire croître toute forme de vie. Et Perceval est le plus bizarre des esprits de vie en ayant pu faire ce choix, car il a normalement pour rôle d'être impartial. Alors oui, c'est étrange, oui, c'est complètement fou qu'il ait pu aimer deux personnes à la fois, même si c'est pas impossible. Mais au fond, c'est dans sa nature. Il n'a pas choisi Anne ou Nassienne par pur égoïsme, mais parce que dans son cœur d'esprit, il les aime vraiment toutes les deux. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il a eu le courage de le dire en toute sincérité, sans cacher ce qu'il ressent. Anne reste bien sûr sans voix, car même si tout cela dépasse la logique humaine, elle sent au fond d'elle qu'il y a une part de vérité dans les dires de Lancelot. Perceval n'est peut-être pas un homme comme les autres, mais c'est justement ce qui fait de lui Perceval. Maintenant, faut mettre les choses au clair, parce qu'une question se pose. Est-ce que ce que ressent Perceval pour Anne et Nassienne, c'est vraiment de l'amour? Eh bah oui. Ceux qui en doutent oublient un détail assez énorme. Déjà, dans l'arc des démons, Bountival l'avait dit noir sur blanc. Perceval ressent bel et bien des émotions humaines, des sentiments qu'un esprit de vie ne devrait normalement pas ressentir à la base. Donc oui, il est apte à aimer sincèrement, et c'est ce que signifient ses sentiments à cause de cette maturité qu'il a acquis. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a choisi Anne et Nassienne et pas Rosebang. Rosebang, au mieux, c'est une amie ou une connaissance, tandis qu'Anne et Nassienne, ce sont celles qu'il aime vraiment. Et comme il ne voulait pas blesser l'une ou l'autre, il a préféré être honnête, transparent du début à la fin. Il n'a forcé personne, n'a mis aucune pression. Il a juste posé ses sentiments sur la table et laissé le choix à ces dernières. Et franchement, c'est ce qui rend tout cela encore plus beau en quelque sorte. Parce qu'il ne cherche pas à jouer avec leur cœur. Il veut juste être vrai. Sans regret, il est quand même le protagoniste de l'œuvre, je rappelle. Lancelot, lui, vient encore enfoncer le clou. Selon lui, il n'existe pas de personne plus sincère, plus fidèle et plus loyale que Perceval. Et on ne va pas se mentir, ça c'est la définition d'un vrai pote. Le perso défend son ami tout en disant qu'il ne veut pas se mêler de leurs histoires sentimentales. Alors que c'est littéralement ce qu'il fait. Mais bon, c'est du Lancelot tout craché. Il est incroyable. Et au-delà de tout cela, on voit un vrai développement chez Perceval. Parce qu'il y a 2 ans, jamais il n'aurait eu le courage d'assumer un choix pareil. Aujourd'hui, il est plus mature, plus lucide sur ce qu'il ressent. Il sait qui il est et ce qu'il veut transmettre. Et au fond, c'est peut-être ça la plus grande évolution du chapitre. Perceval n'est plus l'enfant innocent
enfant qu'on a connu. Il se reconnaît pleinement comme un esprit de vie qui a appris à aimer comme un humain. Et rien que pour cela, ce chapitre 213 restera gravé, on va dire. Même si certains s'en souviendront, je pense, pour ce choix de Percy. Et donc, on retrouve Nessienne qui débarque direct là où est Perceval. Et sans tourner autour du pot, elle lui dit oui, elle accepte. Sa réponse est claire, nette et sans hésitation. Elle veut se mettre en couple à trois. Et là où beaucoup auraient normalement ressenti de la colère un peu comme Anne ou de la jalousie après les mots de Percy, Nessienne, elle n'est même pas dans ce genre de délire. Parce qu'au fond, elle aussi n'est pas totalement humaine. Elle comprend donc Perceval et elle passe complètement au-dessus de tout cela. Elle est juste heureuse de fou. Heureuse d'être avec celui qu'elle aime et celle qu'elle a toujours respectée. Perceval, lui, doute encore. Il se dit qu'Anne ne lui pardonnera probablement jamais. Il se trouve même un peu bizarre d'avoir osé proposer un truc pareil. Mais Nessienne le rassure. Bizarre ou pas, elle l'aime comme il est. Et là, les deux veulent déjà passer en cap. Jusqu'à ce qu'Anne fasse irruption. Et là, twist final. Anne balance qu'elle aussi veut participer. Ouais, vous avez bien entendu. Perceval vient littéralement de concrétiser son harem. Le gars est au sommet. Le visionnage de Mushoku Tensei et du mec aux 100 âmes sœurs, si je ne dis pas de conneries, a clairement porté ses fruits. Perceval s'assume enfin comme le protagoniste qu'il pense être. Là où d'autres auraient dû normalement faire un choix, lui, en bon esprit de vie qu'il est, s'est affranchi de toute logique humaine. Il a été honnête, clair et juste. Plutôt que de briser un cœur, il a choisi d'aimer les deux. Et au final, voilà la composition de ce trio improbable. Un esprit de vie dans un corps humain, une fée géante et une humaine. Non, clairement, Perceval a frappé fort. Et donc, on termine ce chapitre avec Anne, complètement perdue. Elle se demande sérieusement comment elle va expliquer tout ça à son père. Et franchement, on la comprend. Parce qu'humainement parlant, c'est pas normal du tout. Mais bon, du côté de Nessienne, vu que Lancelot peut facilement comprendre Perceval grâce à sa part féerique, alors celle-ci étant l'enfant d'une fée et d'une géante n'aura donc probablement pas ce genre de problème chez ses parents. Ses parents ne s'y opposeront pas du tout. Et pour ceux qui pensent encore que Perceval va finir par choisir entre les deux, désolé les bros, mais seule la mort pourra les séparer. Parce qu'il les aime littéralement toutes les deux. Point. S'il avait eu le moindre doute, il aurait attendu avant de prendre cette décision. Faut pas oublier, Percy n'a pas la mentalité d'un humain. Il a grandi loin de tout avec son grand-père et il a passé 2 ans dans le monde spirituel. Autant vous rappeler qu'il n'a même pas vécu un an complet parmi les humains. Alors ouais, son choix peut sembler illogique. Mais venant de lui, c'est assez logique. Et il ne fera pas d'autre choix à ce niveau-là. Mais bref, ce qu'on retient surtout, c'est que Anne a été la première à qui Perceval s'est déclaré. Donc ouais, la team Anne, on avait eu raison. On a misé sur le bon cheval, les bros. Et perso, je pense pas que le harem s'agrandira. Perceval les a choisis toutes les deux parce qu'il les aime vraiment toutes les deux. Pas juste pour cela jouer collectionneur. S'il n'avait aimé qu'une seule d'entre elles, il aurait choisi cette personne-là et il aurait pris le temps de consoler l'autre après. Mais là, il a voulu être honnête, assumer ses sentiments et se comporter en vrai protagoniste principal. Et avec un pote comme Lancelot dans son camp, il a réussi à garder les deux sans problème. Non, franchement, Lancelot c'est le meilleur ami de tout le manga. Ce gars est juste incroyable. Bon, maintenant, qu'est-ce que je pense réellement de tout cela? Bah, franchement, les bros, je vais pas vous mentir, je m'en fous un peu. Pas dans le sens où j'en ai rien à foutre du manga, mais dans le sens où je vois pas pourquoi ce choix dérange autant de monde. On parle quand même de Percy. C'était un choix envisageable de sa part. Et surtout, s'il avait choisi l'une des deux, il y aurait quand même eu d'autres qui seraient mécontents, mettant même, je pense, en avant ce choix d'être avec les deux. Et surtout, ça n'aurait pas été vraiment Percy. Aussi, selon moi, le problème ici, c'est que certains fans critiquent juste pour critiquer. Souvent parce qu'ils aiment pas l'un des deux persos. Tu détestes Nessienne, tu veux que Percy finisse avec Anne. Tu préfères Nessienne, tu veux qu'il lâche Anne. Mais au fond, si t'aimes les deux, t'as aucun souci, je pense, avec cette décision. Mais bon, il y a aussi ceux qui ne cautionnent bien évidemment pas le harem. Ce qui est aussi tout à fait normal, je pense. Même si bon, du moment que les différents parties sont d'accord, je sais pas trop pourquoi trouver cela dérangeant. C'est pas comme s'il est forcé en fait, ou bien qu'il trompait les deux, non. Il a posé son dossier sur table et ils ont accepté. Et donc perso, je reste donc neutre là-dessus. Ça me dérange pas vraiment, aussi parce que dans les shonen, j'ai jamais vraiment porté d'attention aux relations amoureuses. C'est rarement le cœur du récit. Tu ne vas pas voir Jujutsu Kaisen, par exemple, pour savoir avec qui Yuji va finir à la fin. On est d'accord. Et ici, Nakaba a clairement voulu clore le sujet maintenant pour qu'on n'ait plus besoin d'en reparler plus tard. Les deux ont accepté. C'est plié. On passe à autre chose. Le plan sentimental de Percy est bouclé. Point final. Et franchement, je pense même que c'est plutôt logique que Nakaba ait intégré un harem dans son œuvre. Parce que oui,
8. Faut pas oublier, Nakaba s'inspire bien évidemment directement des légendes arthuriennes. Et dans ces récits-là, les relations de ce type étaient monnaie courante. Même les mœurs de l'époque étaient totalement différentes. L'âge du consentement, les unions multiples, tout ça. Donc forcément, il retranscrit aussi le vice de ces légendes, pas seulement le côté noble ou chevaleresque. Vous vous êtes jamais vraiment demandé pourquoi aucun habitant de Camelot n'a levé la voix alors qu'Arthur a officiellement épousé une fillette de 12 ans? Et même pourquoi envisager d'épouser une fillette de 12 ans selon vous? En fait, c'est même là que selon moi, beaucoup passent à côté du message. Si l'auteur ne montrait que le beau côté, certains crieraient probablement au manque de réalisme. Et quand il montre le côté plus cru, d'autres râlent aussi. Bref, comme je l'ai dit, vous n'êtes jamais content. Moi perso, je passe totalement outre. Je prends juste ça pour ce que c'est, une décision cohérente avec l'univers. Donc voilà, ne me demandez pas Team Nasien ou Team Anne, parce que franchement, je m'en fiche un peu. Aussi, je ne vais pas vous mentir, même si moi aussi je pensais qu'il allait choisir Anne. D'ailleurs, elle a été choisie en première, donc au moins ça. Mais quand Percy s'est déclaré, j'ai presque eu pitié de Nasien. Sérieusement, tu sentais la douleur du perso, comme si tout son changement n'avait servi à rien. Et en plus, l'auteur ne nous a même pas dit si c'était réversible ou pas. Donc forcément, ça allait être difficile pour elle de supporter tout ça. Mais comme je l'ai dit, personnellement, ce plan-là de l'œuvre, je m'en fiche un peu. Il m'a jamais intéressé ni dérangé. Je ne vais pas critiquer juste pour critiquer. Si je veux voir de la romance, je vais regarder une œuvre faite pour ça. Là, c'est pas le sujet principal. Donc bon. Percy, lui, a été honnête. Il a posé son choix clairement, en sachant très bien qu'il risquait peut-être de tout perdre. C'est un perso qui n'a jamais vraiment vécu avec les humains. Il ne connaît donc pas les codes humains, mais il reste sincère. Et au final, les filles l'ont accepté. Donc son pari est gagnant. Maintenant, est-ce que l'auteur saura gérer tout ça dans le futur? On verra bien. Mais à mon avis, il ne reviendra probablement pas sur cette intrigue de sitôt, au moins pour Percy et Tristan. Et d'ailleurs, petit détail intéressant, l'auteur n'a pas du tout traité les deux relations de la même manière. Tristan, lui, a eu droit à sa concrétisation dans un chapitre bonus que beaucoup n'ont même pas encore lu et qui ne sera probablement jamais adapté dans l'anime. Pendant que Percy, lui, le héros principal, a eu sa scène directement dans le manga. En plus, avec 2 chapitres littéralement centrés sur ça. Quel prota privilège. Maintenant, j'attends de voir pour Lancelot et Govan. En tout cas, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Partagez vos avis en commentaire. Le prochain chapitre s'intitule donc Détente et détermination. Donc on devrait avoir plus d'action dans celui-ci. Probablement centré sur Tristan, si Dieu le veut. Qui après son repos va enfin se remettre sérieusement à progresser. Oui, j'ai encore de l'espoir sur le perso. Maintenant que l'auteur a expédié le côté sentimental de Percy, il peut peut-être enfin se concentrer sur Tristan et son développement, parce que pour moi, Percy et Govan sont actuellement clairement au-dessus de Tristan. Je sais bien que beaucoup ne seront peut-être pas d'accord, mais c'est mon avis perso. Et je vous prépare bien évidemment bientôt un top 10 des persos les plus foutants du manga en short, que je développerai plus tard et bien plus tard, enfin en vidéo longue dès que j'aurai le temps. Même si bon, globalement, non, voilà tout pour cette vidéo. Pas de résumé rapide du chapitre cette fois, parce que j'avoue la flemme. Et puis surtout, Percy a bénéficié de son prota privilège avec 2 chapitres entiers centrés sur sa relation amoureuse, alors que Tristan c'était juste en bonus de tome. Bien sûr, c'était des chapitres plutôt moyens dans l'ensemble. Et comme d'habitude, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, car moi j'ai pris un réel plaisir à vous la faire. Pas à vous la monter, mais à vous l'écrire, on va dire. Pour soutenir la chaîne, vous connaissez la chanson. Explosez les likes, partagez à fond et surtout abonnez-vous pour suivre l'aventure. Plus on est nombreux, plus ça fait grandir la chaîne et plus ça me fait plaisir. Et maximisez les commentaires pour le référencement de la chaîne. Je compte sur vous. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos encore plus incroyables. Bonne continuation à toutes et à tous. Peace.